La saison 5 de X-Files, c'est le moment où la série commence à dérégler complètement notre perception du réel. Plus les épisodes avancent, plus la paranoïa s'installe. Le premier épisode qui représente parfaitement cette paranoïa, c'est Détour. Mulder et Scully sont en route pour un séminaire chiant comme la pluie, quand ils se font dérouter, perdus en pleine forêt. Plusieurs disparitions ne manqueront pas de mettre en alerte nos deux agents du FBI. Très vite, les personnages comprennent qu'il y a quelque chose dans les bois. Quelque chose qui observe, quelque chose qui se déplace sans bruit, et surtout, quelque chose qu'on distingue à peine et qui semble être à l'origine de ces disparitions. Et c'est précisément là que l'épisode devient extrêmement paranoïaque. On croit apercevoir une silhouette, un mouvement dans les arbres, une forme presque invisible, mais jamais assez clairement pour être certain de ce qu'on regarde. Et difficile de ne pas penser à Predator devant certaines scènes, même si on est plus à mi-chemin entre le golem de la forteresse noire et Grand-mère Feuillage. Il n'empêche que ça fonctionne. On a un camouflage quasi invisible, une présence furtive dans la jungle, des attaques rapides depuis les arbres, et une sensation permanente d'être traqué. Même la mise en scène reprend cette logique de chasse invisible, où les personnages regardent partout, sans jamais réussir à identifier précisément le danger. Mais là où Predator misait tout sur l'action et la survie, Détour transforme cette idée en angoisse psychologique, moins spectaculaire en termes de violence, mais efficace malgré tout. La forêt devient un piège mental, les personnages commencent à douter de leur propre sens, et le spectateur finit lui aussi par scruter chaque plan à la recherche de quelque chose caché dans l'image. Et c'est probablement ce qui rend l'épisode aussi bon encore aujourd'hui. X-Files réussit à transformer cette peur primitive en une vraie montée paranoïaque pendant quasiment tout l'épisode. La saison 5 bascule dans quelque chose de beaucoup plus horrifique avec Shinga, coécrit par Stephen King, et on retrouve tout le cahier des charges. Scully part en vacances dans le Maine, et évidemment rien ne se passe comme prévu, sinon l'épisode serait chiant. Elle assiste dans un supermarché à quelque chose d'étrange, une scène de panique avec des gens blessés qui déambulent. Scully participera malgré elle à l'enquête avec la police locale, avec la collaboration au téléphone d'un Mulder sarcastique et taquin qui s'emmerde dans son bureau. Les soupçons se porteront sur une mère et sa petite fille, toujours accompagnée de sa poupée. Bon, et je vous mets pas au défi de deviner qui est le coupable, Par contre, je peux vous donner le lien vers mon top 5 des poupées tueuses juste ici. Cette fameuse poupée tue quiconque contrarie sa propriétaire, laissant planer le doute que c'est peut-être la petite fille qui tue à travers elle. Dans Shinga, la paranoïa naît de l'idée que le danger peut se cacher dans quelque chose de parfaitement banal. Un bon petit épisode un peu ovni si j'ose dire, et qui dénote vraiment avec le ton de la saison 5. On continue avec l'un des épisodes les plus originaux de toute la saison 5, Kill Switch. Cet épisode est écrit par les légendes du cyberpunk William Gibson et Tom Maddox. Et franchement, ça se ressent dès les premières minutes. On quitte complètement le paranormal classique pour plonger dans de la science-fiction high-tech. Tout commence par un meurtre particulièrement violent dans un fast-food. Mulder et Scully sont appelés sur place et découvrent rapidement que la victime faisait partie d'un groupe de hackers obsédés par l'idée de dépasser les limites du corps humain. L'enquête les mène dans le monde underground de l'informatique des années 90. Des serveurs clandestins, du hacking et surtout une intelligence artificielle extrêmement avancée qui semble avoir pris son autonomie. On suit alors Mulder et Scully qui plongent de plus en plus profondément dans cette affaire, aidés, et parfois compliqués, par les Lone Gunmen. On rencontre notamment le personnage très charismatique d'In Visigoth, une hackeuse ultra compétente et mystérieuse. L'épisode mélange enquête policière, action et une grosse dose de science-fiction spéculative. Ce qui rend l'épisode particulièrement intense, c'est que les enjeux dépassent largement le simple Monster of the Week. Il ne s'agit plus d'un tueur ou d'un monstre classique, mais d'une intelligence artificielle qui veut survivre à tout prix et qui est prête à tout pour y arriver. Les questions posées sont énormes. Jusqu'où peut-on aller pour devenir immortel ? Peut-on vraiment télécharger sa conscience ? Où se situe la frontière entre l'humain et la machine ? L'épisode joue beaucoup sur la paranoïa, on ne sait plus qui contrôle quoi, les systèmes peuvent être piratés à distance, et la réalité elle-même devient incertaine. Il y a une vraie tension entre le monde physique, avec des scènes d'action très réussies, dont une avec un satellite militaire, et le monde virtuel. Mulder est particulièrement en forme dans cet épisode. Il est complètement dans son élément dès qu'il s'agit de théorie du complot technologique. Scully, comme d'habitude, joue plus le rôle de la voix de la raison. William Gibson a expliqué qu'il avait voulu écrire l'épisode comme une rencontre entre l'univers de X-Files et son propre univers cyberpunk. Le résultat est probablement l'épisode le plus futuriste de toute la série à ce stade. Même aujourd'hui, Kill Switch reste incroyablement pertinent avec tout ce qu'on vit sur l'intelligence artificielle, les dangers de la singularité technologique et la réalité virtuelle.
C'est à la fois drôle, tendu, visuellement créatif et bourré d'idées. On poursuit avec l'épisode beaucoup plus psychologique, Mind's Eye. Et là, on quitte complètement la peur extérieure pour entrer dans une paranoïa beaucoup plus intime. On nous propose ici une idée assez dérangeante, la possibilité de percevoir un meurtre sans jamais l'avoir vu. L'épisode suit la chouette Lily Taylor, jouant une femme aveugle liée à une série de crimes. Et surtout, la question centrale devient rapidement floue. Est-ce qu'elle voit réellement quelque chose ou est-ce que son esprit reconstruit une réalité qui n'existe pas ? Mind's Eye ne repose plus sur une menace extérieure identifiable. Il repose sur quelque chose de beaucoup plus instable, la perception elle-même. Plus Mulder et Scully avancent, plus ils sont confrontés à une zone grise. Les visions, les intuitions, les souvenirs, tout devient potentiellement suspect. Et à aucun moment, le spectateur n'est totalement sûr de ce qui est réel ou non. Ce qui rend cet épisode intéressant, c'est qu'il transforme le doute en moteur narratif. On n'est plus dans un simple épisode d'enquête. On est dans une situation où chaque information peut être fausse, interprétée ou reconstruite par le cerveau. Et ça crée une forme de paranoïa très différente des autres épisodes. Ici, le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de la manière dont l'esprit filtre le monde. Et plus l'épisode avance, plus la frontière entre la perception et la réalité disparaît ou devient ambiguë. Les visions, les flashs, les impressions subjectives, tout devient potentiellement une pièce du puzzle ou une simple illusion. Et le spectateur se retrouve dans la même position que les personnages, obligé de faire confiance à quelque chose qui n'est jamais totalement fiable. Et pour terminer, on arrive à l'épisode qui pousse le concept de paranoïa le plus loin de toute la sélection, Folie à deux. X-Files propose ici une idée assez simple mais extrêmement efficace. Et si un homme voyait la vérité, mais que cette vérité était trop absurde pour être acceptée par les autres ? L'épisode suit un homme persuadé que ses supérieurs sont en réalité des créatures monstrueuses cachées sous une apparence humaine. Au départ, tout semble classique, un cas de délire paranoïaque, un employé instable, une perception déformée de la réalité. Mais on se rendra vite compte que l'épisode fait quelque chose de beaucoup plus intéressant, parce que même Mulder commence à douter, et c'est là que tout bascule. La série inverse complètement son mécanisme habituel. Au lieu d'avoir Mulder qui croit et Scully qui rationalise, la frontière entre les deux s'effondre. Mulder commence à percevoir quelque chose d'étrange dans ce que raconte le témoin, et progressivement une question s'installe, et si ce n'était pas simplement un délire individuel ? La paranoïa ici devient contagieuse. On n'est plus dans un personnage isolé face à ses propres délires, mais dans une idée beaucoup plus dérangeante, la possibilité que la perception d'un seul individu puisse contaminer les autres. Et à partir de là, le spectateur se retrouve lui aussi pris au piège. Parce que si Mulder commence à y croire, alors quelque chose peut réellement exister. L'épisode joue constamment sur cette frontière instable entre délire et réalité. Chaque scène pousse le doute un peu plus loin. Les explications rationnelles deviennent de moins en moins satisfaisantes. Et plus l'épisode avance, plus on se demande si le problème vient vraiment du témoin ou du monde qu'il décrit. Une idée beaucoup plus inquiétante, celle que la réalité peut dépendre entièrement de celui qui l'aperçoit. Ces épisodes montrent que X-Files n'est pas simplement une série sur l'étrange, mais sur la fragilité de la perception. À chaque fois, la réalité devient incertaine, jusqu'à faire douter aussi bien les personnages que le spectateur. Et c'est cette instabilité permanente qui fait naître la vraie paranoïa. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. À très bientôt.